So IT, c'est votre podcast de l'informatique en entreprise et de sa transformation grâce aux outils du numérique. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast So IT, votre podcast de la transformation de l'entreprise par les outils du numérique. C'est notre premier épisode. Voilà. Bonjour à tous. Je suis avec Hassen, je suis avec Oussem. Est-ce que vous voulez bien vous présenter ? Hassen, donc je suis consultant, j'ai 10 ans d'expérience. Voilà. Oussem, consultant aussi, 10 ans d'expérience, pareil dans le monde de l'IT. Eh bien, bienvenue messieurs, moi je suis Jean Didier et je suis plus consultant, mais j'ai plus de 10 ans d'expérience en informatique, en entreprise. En effet, je suis client chez un client Utilities. Pour autant, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, on n'a pas le même TGM. So IT, pourquoi ce podcast ? En fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément de podcast sur l'informatique professionnelle. On en a beaucoup en termes de high-tech, de téléphone, de développement. Mais quand on en parlait, on n'a pas trouvé immédiatement des podcasts qui parlaient de l'entreprise, des méthodos, de la manière dont les technologies finalement impactent l'entreprise. Donc la manière de faire des projets informatiques, la manière de développer, la manière de communiquer au sein de l'entreprise, eh bien on n'en a pas forcément. Pour autant, on n'a pas fait d'études de marché parce qu'on est comme ça. Donc du coup, on vous propose des épisodes de 30-40 minutes. La fréquence, on ne sait pas trop encore. Peut-être un mois, peut-être tous les 15 jours. Ça va être en fonction de notre capacité de nous organiser et de trouver des thèmes à évoquer. En tout cas, on se lance. Bienvenue dans l'épisode 1. Et surtout, on compte sur vos retours. C'est très important. Bien sûr, le retour de nos auditeurs, si ceci existe. Le retour des gens qui iront sur éventuellement YouTube, SoundCloud ou Apple Podcast. En tout cas, on aura une petite partie où on fera notre pub et bien entendu, laissez vos commentaires. On les regardera avec bienveillance. Ou pas, si vous dites n'importe quoi ou si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Il faut savoir que Oussem est susceptible. Oussem est très susceptible. Oui, voilà. Je suis le râleur c'est celui qui râle. Exactement. Assez parlé de nous. Donc, assez parlé de nous. Et donc, du coup, nous allons vous proposer... En général, la formule va être assez simple. Ça va être 1 ou 2 dossiers. Pour l'instant, comme on est un peu feignant, on n'a fait qu'un dossier. Et encore un dossier, à mon avis, partiel, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va parler d'agilité dans l'entreprise. On proposera également des thématiques d'actualité, éventuellement à commenter. Donc, afin de nous roder, je vous propose de parler de 1 ou 2 articles d'actualité que je suis allé récupérer sur le monde informatique. Et je me dis, messieurs, que vous aurez peut-être des choses à dire à ce sujet. Donc, une information déjà assez... qui, moi, me semble importante, c'est que, selon le monde informatique, le profil le plus recherché est le développeur informatique. C'est la tendance encore en France actuellement. En 2019. Donc, est-ce que vous voulez bien réagir par rapport à ça ? Est-ce que ça vous choque, finalement, qu'on cherche autant de développeurs en France ? Au contraire, moi, j'ai envie de dire enfin. Parce que c'est un profil qui a été dévalorisé ces dernières années, assez dévalorisé, et on avait du mal à trouver des bons techos, en fait, avec un niveau d'expérience assez conséquent. Et je pense que c'est une bonne nouvelle maintenant que la France valorise les profils techniques. Parce que pour l'instant, on ne le voit pas concrètement au niveau des salaires. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a une forte demande des développeurs. Ouais. Il y a un fort switch aussi des développeurs vers le monde du freelance. Mais en espérant qu'il y ait une prise de conscience générale, que ce soit au niveau des cabinets de conseil, des SS2I, mais aussi des clients. Parce que finalement, l'équation, elle est avant tout business. Et que les clients aussi valorisent le travail du développeur, ce qui va impacter directement leur salaire. Ouais. Et s'aligner avec d'autres marchés type américain où les développeurs ils ont les plus hauts salaires. Est-ce qu'il n'y a pas également le sujet en France, donc toi tu parlais de dévalorisation, ouais. En fait on est développeur quand on est jeune, on a envie jeune et en première expérience, et on ne devient jamais soit développeur senior, soit expert,
et on est assez vite bazardé chef de projet ou manager. Alors, les personnes y arrivent, mais pour autant, les experts d'une technologie ou d'un langage de programmation ne sont pas forcément maintenus, et donc du coup il y a toujours cette fuite en avant d'avoir toujours besoin d'experts. Alors qu'aux États-Unis, on peut avoir un expert informatique peut gagner beaucoup plus qu'un manager ou qu'un commercial. J'ai pas l'impression que ça soit en France. En France, la culture, elle est plutôt vers une évolution verticale de la carrière, c'est-à-dire vers des rôles de chef de projet, de référent fonctionnel, AM1, on l'appelle ce qu'on veut, de PO proxy. Alors que les États-Unis, même par rapport à leur parcours éducatif, c'est qu'un PhD aux États-Unis est mieux payé qu'un bac plus 5 classique en France. Classique ou qu'un ingénieur aux États-Unis. Et du coup, il y a un changement culturel qui doit s'opérer en France pour justement changer un peu cette vision. Mais il est en train de s'opérer là de plus en plus. Non, mais le truc, c'est qu'avant, on présentait le management comme forcément la voie royale. Donc, chaque nouveau consultant qui fait du dev au bout de 3 ans, il a envie d'avoir une équipe. Alors qu'il n'est pas forcément fait pour ça et qu'il rate probablement une carrière en tant qu'expert technique. Alors que finalement, en fait, qu'est-ce qui est plus valorisant? Gérer des personnes ou créer de la valeur, créer des produits? Je ne sais pas. Les deux peuvent être valorisés. Il faut les deux. Voilà, il faut les deux. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où c'est l'expertise technologique qui prime. Et ça a du sens. Je trouve que ça a du sens. Même si je ne suis pas un développeur, mais je trouve que ça a du sens. Donc voilà. Bien, sans transition, une autre nouvelle. Donc aujourd'hui, Apple a présenté ses nouvelles tablettes. Donc on a dit qu'on ne faisait pas d'informatique pour le particulier. Moi, je voulais le mettre en tout cas lier cette news avec d'autres news, toujours sur le monde informatique, qui est notre source préférée, parce qu'on ne connaît que ça. C'était justement le travail à distance. Le fait que justement les services de virtualisation et tout l'outillage autour pour les employés étaient en pleine évolution, et que justement on a un certain nombre de biais, en tout cas de problématiques à traiter avant de faire ça. Donc Apple dépoussière ses iPad mini et ses iPad Air. Ça fait partie de l'outil finalement basique pour les personnes qui sont à distance ou chez eux. Je pense que les utilisateurs, en tout cas les employés qui font du télétravail ou qui travaillent de chez eux, ça va être une thématique qu'on pourra évoquer lors d'un prochain podcast, lequel on verra en fonction de nos analyses et nos études. Mais ça peut être un beau sujet à traiter, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en France, contrairement aux autres pays comme les États-Unis, où justement on a moins la barrière de la distance. On a pris beaucoup de retard, selon moi, sur le télétravail. Il suffit juste de voir, là où je travaille, on commence à peine à négocier le 1 jour de télétravail par semaine. Et encore, c'est soumis à validation des chefs. Une réaction? Moi, en fait, j'élargis le sujet du télétravail à la mobilité, de façon générale. Et du coup, là, il y a plusieurs sujets qui peuvent se poser sur la table. Un, les software as a service, les SaaS, qui est un vrai sujet aussi, où on voit certaines DSI ont fait le switch, ont basculé complètement dans le SaaS et dans le cloud. D'autres sont un peu plus réticentes par rapport à ça. Et le deuxième sujet aussi, qui pour moi est très important dans un monde où on est de plus en plus mobile, où on bosse chez soi, on bosse à l'étranger, on bosse sur... on est tout le temps en déplacement. On bosse tout le temps quand on est cadre. Voilà. La virtualisation du poste de travail, où ça aussi, il y a encore des entreprises où le sujet il n'est même pas en cours de réflexion, en cours d'instruction. Ce qui est très dommage, parce que c'est un sujet qui résout énormément de problématiques. À titre d'exemple, je travaillais sur un sujet, sur un projet de nearshorisation d'une activité, et on a passé à peu près 30 minutes d'une réunion d'1 heure sur le choix des postes de travail, alors qu'avec un poste virtualisé, le choix aurait été simple. On s'en fout qui fournit le poste, on sait se connecter à distance à tous les outils nécessaires pour faire avancer les choses. Donc il y a un vrai sujet. Je suis d'accord avec toi, Jean-Didier. Oui, ça rappelle les solutions gaming. Alors, pareil, c'est pour les particuliers. Mais du coup, de plus en plus, on fait du cloud gaming. Et en effet, maintenant, on peut jouer sur des MacBooks qui ne sont pas du tout puissants
Et à distance, on a des serveurs, une carte graphique et un Windows qui tourne. Donc ce que les gamers arrivent à faire, pour l'instant, certaines personnes en entreprise ne le font pas encore ou sont même pas encore en train d'étudier ça, alors que ça paraît évident en termes de coûts pour l'entreprise, quoi. Après, il y a l'aspect humain, en fait, mais ça, c'est un sujet plus, on va dire, plus complexe. Et honnêtement, personnellement, j'ai pas assez de recul par rapport au télétravail. Eh bien, tu auras le mois ou les 2 mois à venir pour avoir du recul. Ouais, je vais réfléchir. On vous proposera une étude sur le sujet. C'est vrai qu'il n'est pas très déployé en France, donc on n'a pas beaucoup de retours, en fait. Le ressenti des gens qui font du télétravail, bon, en majorité, ils sont assez contents, mais je sais pas, il faut voir de l'autre côté, en fait. En fait, le concept est intéressant. Parce qu'on a besoin parfois de se déconnecter par rapport à son lieu de travail, parce qu'on est tout le temps soumis à une certaine pression, à un certain stress, surtout dans notre métier. Et le fait de se retrouver dans un cadre un peu plus, on va dire, zen, un peu plus familier, un peu plus relaxant. Est-ce que relaxant. tu vas vraiment te déconnecter quand tu es en télétravail? En fait, d'expérience, c'est mon retour d'expérience. Je me déconnecte. Je me déconnecte pas réellement parce que je suis tout le temps connecté, mais je prends un peu plus de distance par rapport au sujet et par rapport aux interactions. Et 2, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus performant, ponctuellement. D'accord. Pas sur la durée. Je peux comprendre. Mais en fait, le paradoxe, c'est que tu peux être plus connecté que tu n'es quand tu es sur ton lieu de travail classique, en fait, et que tu dépenses plus de temps en travaillant quand tu es chez toi que le contraire. Donc, il y a un équilibre à trouver. Il est pas la frontière. Il y a un autre sujet aussi quand dans le calcul, c'est les déplacements. Facilement, quand on vit dans une région comme Paris, 2 heures de déplacement par jour, gagner, oui. c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Moi, je pense qu'il faut le doser. Il faut le doser, il faut voir. Bon, on en parlera la prochaine fois. Oui. Comme vous l'avez compris, Oussem, il est toujours dans le débat. Je suis toujours dans le doute. Il est toujours. Il sait qu'il ne sait pas. Et comme l'a dit Socrate, on verra au prochain podcast. Eh bien, merci messieurs. Je vous propose de passer à notre sujet et à notre dossier du jour, l'agilité. Donc l'agilité, on en parle, même les hommes politiques en parlent. Maintenant, on parle toujours d'agilité et avec cette valeur d'agilité qui est toujours mise en avant. On voit qu'on en a aussi dans les publicités. Il y a des voitures agiles ou des choses comme ça. En tout cas, le mot agilité s'est répandu. Moi, je voulais nous faire plancher sur ce sujet, pas au sens l'agile pour ou contre, mais plutôt l'implémentation des méthodes agiles, parce qu'il y a plusieurs méthodes agiles, au sein des entreprises et puis au sein des entreprises qu'on connaît. Donc plutôt les entreprises de taille moyenne ou de grande taille, avec une DSI qui est déjà plutôt bien implémentée, en tout cas implantée, pardon, et puis qui tourne depuis 10 ans, quoi. Quel est notre avis sur la progression des méthodes agiles et quels sont les freins selon nous, quoi. Donc, quelles sont vos réflexions? Je commence. Vas-y, Oussem. Je râle ou je râle pas? Commence. Tu peux commencer. Le premier frein pour moi, en fait, c'est la perception qu'ont les DSI ou les personnes qui travaillent dans l'informatique de la méthode agile. Donc ça c'est le premier frein, et principalement parce que c'est une perception, on va dire, assez dogmatique. C'est un terme que j'utilise assez souvent quand je parle de l'agile, parce que la méthode prend le dessus parfois sur l'état d'esprit. Et je pense que le manifeste agile, à la base, il a énoncé des principes, il n'a pas énoncé forcément une méthode qui doit être suivie à la lettre. Et paradoxalement, en fait, en appliquant les méthodes agiles dans ce contexte-là, c'est-à-dire des grandes entreprises spécialement, on est en train de perdre de l'agilité en appliquant de manière très rigoureuse, en fait, la méthode agile. Je connais surtout le Scrum. Et parfois, en fait, il y a une dictature des cérémonies, une dictature de la méthode, une dictature des process qui fait que cette méthode-là perd de son attrait initial. Ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand je parle de l'agile. Je donne un exemple concret.
les différentes cérémonies agiles parfois peuvent être perçues par les gens qui travaillent dans un contexte agile comme une interruption en fait un peu ennuyeuse de leur travail. Et parfois faire un daily meeting tous les jours c'est bien, mais ne pas le faire peut-être c'est aussi bien. Pourquoi on le fait tous les jours? Parfois on n'en a pas besoin. Donc le fait que ça soit aussi carré et qu'on applique la méthode de cette manière-là, de manière un peu rigide, j'ai l'impression que paradoxalement ça fait que l'agilité ne l'est plus. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand j'entends parler de méthode agile, en tout cas dans les contextes des entreprises où j'ai vu appliquer cette méthode-là. En fait, je pourrais être d'accord avec toi dans le sens où tu as abordé l'exemple du daily ou des sprints, c'est-à-dire sur l'aspect instance mise en place en appliquant la méthode agile. C'est que si on élargit le point, moi je pense en fait dans l'application de l'agile, qui est à la base un état d'esprit, une façon de fonctionner, une façon de voir les choses, une philosophie on va dire, c'est qu'on s'est retrouvé emprisonné d'une application systématique d'une méthode, sans réflexion en amont par rapport à l'adéquation de la méthode ou à la mise en adéquation de la méthode par rapport à l'entreprise et à son organisation. On s'est retrouvé en train de dérouler un bouquin de méthode sans réfléchir, et c'est comme ça, il faut faire comme ça, etc. Donc il n'y a pas eu un accompagnement, je pense, au début, des intervenants pour justement leur faire comprendre pourquoi on fait un daily, pourquoi on fait un sprint, pourquoi l'agile fonctionne comme ça, et sans se poser la question, qu'auriez-vous fait pour aligner la méthode à votre façon de faire et à votre culture d'entreprise. C'est qu'on en parlait avant de commencer le podcast, c'est qu'aujourd'hui, on va dire, il y a 5 axes qui mènent la transformation de l'entreprise au niveau de l'agile, qui est la culture, le RH, l'orga, la gouvernance et les process, et finalement l'architecture. Et généralement, quand on déploie les méthodes agiles, plusieurs entreprises font l'erreur d'oublier un ou plusieurs axes, parfois plusieurs, hein, c'est assez fréquent de le voir, et de s'intéresser que sur la partie méthode, process, d'application de la méthode, sans voir leur impact sur le fonctionnement de l'entreprise, essayer d'aligner l'entreprise par rapport à ça. D'accord. Moi, si je reviendrais sur... On parle de méthode. Donc, normalement, une méthode, elle doit être déroulée et un certain nombre de mesures doivent être appliquées. Donc, si je veux être l'avocat de l'agile, en tout cas, si je veux faire l'avocat du diable par rapport au cycle en V, par exemple, on a des règles qu'on doit tenir, on a des jalons de spécification aussi. Donc, moi, finalement, le fait qu'on applique une règle et qu'on applique la méthode Scrum ou autre et qu'on l'applique scrupuleusement, finalement, moi, ça ne me choque pas. Normalement, ce qu'on avait toujours dit par rapport à l'agilité, c'est qu'il fallait toujours, dans le doute, on applique le Scrum, parce qu'on apprend, et ensuite, à partir du moment où l'équipe monte en compétences et gagne en autonomie, après, elle se fait sa propre méthode. Parce que ce que je retiens, moi, de l'agilité, c'est surtout le besoin de s'adapter, et de s'adapter au contexte. Donc, à un moment donné, que ça soit dogmatique, je suis d'accord, c'est dogmatique si on ne fait que appliquer une méthode sans avoir de recul dessus. Et normalement, l'équipe est censée s'auto-gérer gentiment pour dire finalement, le lendemain d'un sprint planning, il est peut-être inutile de faire un daily. Là, je dis n'importe quoi. Où on peut se permettre d'en faire un tous les 2 jours. Mais normalement, ça doit être décidé en tant qu'équipe, tous ensemble. Mais je suis d'accord avec toi. Je rejoins la remarque, du coup, sur la culture. C'est ça. Et là, tu touches un point important qui est en fait la capacité de s'adapter et de s'améliorer en fin de cycle. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'une bonne partie des entreprises se sont retrouvées emprisonnées de la méthode. C'est-à-dire, ils ont commencé par appliquer la méthode initialement, et tellement ils ont matraqué les gens avec l'application des règles, la rigueur, etc. Ce qui est très bien, hein, mais sans mettre tout ça en relief. Ils se sont retrouvés emprisonnés de ces règles-là, et du coup, ils ont perdu cette capacité de réfléchir à comment adapter, améliorer le fonctionnement. On est d'accord, sauf que dans la pratique, en fait, cette méthode-là, j'ai l'impression que de plus en plus, elle peut être perçue comme plus une méthode de flicage qu'autre chose, quoi. Et c'est ça, les développeurs, par exemple, peuvent, on va dire, si on leur demande tous les jours de dire sur quoi ils travaillent, moi, je peux considérer ça comme une manière de fliquer les gens. Elle peut être perçue comme ça, et de facto, elle est parfois perçue comme ça, comme une méthode de management qui a l'air d'être soft, mais qui est
in fine, en fait, assez intrusive. Et elle peut générer plus de stress que probablement d'autres méthodes. Et d'ailleurs, plusieurs voix s'élèvent chez les développeurs pour dénoncer ça. Je ne dis pas que c'est la méthode agile qui porte ça en soi, dans ses préceptes, dans ses principes, mais je dis que, tel que je l'ai vécu, tel qu'elle a été appliquée, elle peut parfois être génératrice de stress. Et ce n'est pas le but à la base. C'est ce qu'on dit, c'est que c'est l'aspect culturel, c'est l'axe culture là qui rentre en jeu. C'est-à-dire on peut penser à du flicage. Et c'est normal et c'est légitime si on ne donne pas d'explication pourquoi on fait les choses. C'est-à-dire dans tout projet, il y a des fichiers de suivi de partout, que ce soit de charge, d'activité, ce que tu veux. Les gens n'ont jamais dit que c'est du flicage, sauf si ça rentre vraiment à un niveau très détaillé. Les gens ont compris l'utilité de ces fichiers parce qu'ils ont eu l'habitude de les utiliser. Le problème avec l'agile, on ne va pas dire que c'est une méthode très jeune, c'est une méthode qui est, on va dire, adolescente. C'est que rarement on explique pourquoi. On dit c'est comme ça et il faut le faire comme ça. Et du coup, les gens, finalement, ils traduisent par la solution de facilité qui est « Ah, tu me demandes ça tous les jours, c'est que tu es en train de me fliquer et ça me fait chier. » Et c'est là c'est étonnant parce que moi, j'ai jamais trop eu ce retour-là. Moi, j'ai des amis qui sont développeurs, hein, mais développeurs depuis 10 ans. Donc, on peut supposer qu'ils sont compétents. D'ailleurs, j'ai salué s'ils nous écoutent. Mais normalement, ils sont compétents. C'est-à-dire que eux, typiquement, faire un Scrum et dire tous les jours ce qu'ils font, eux, ça les saoule. Ils veulent pas le faire. Ils disent bah oui, très bien. parce que c'est pas à la maternelle, voilà. etc. Bah, ça, normalement, ouais. Moi, ce que je lui réponds souvent, c'est de dire mais s'il y a une équipe avec des seniors, des juniors, etc., il faut s'adapter et adapter la méthode. L'important de l'agile, c'est respecter finalement les règles qu'on se donne. Donc, il y a l'idée du produit fini, être drivé par la valeur, pouvoir découper, pouvoir itérer, pouvoir toujours viser quelque chose de simple qui marche, puis ensuite l'améliorer. Ça, c'est des principes de projet agile en informatique. Et après, que la personne qui soit senior n'ait pas envie de dire je suis sur une tâche de 2 jours ou 3 jours et elle avance à 1/3 tous les jours, ça on peut le comprendre. Mais ça, normalement, c'est censé être évacué assez vite. Donc moi, je me demande si une fois qu'on implante un projet agile ou une méthode agile, est-ce qu'on a le suivi associé ? En fait, moi, j'ai l'impression qu'on lance les projets, ça fonctionne avec un coach ou ça fonctionne avec un Scrum Master qui est qualifié de senior. Et à un moment donné, le Scrum Master s'en va ou il est remplacé et ça dérive. Et l'exemple, Oussem, que tu donnais en disant est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de flicage ou est-ce que c'est pas trop dogmatique ? Est-ce que c'est pas la dérive d'un projet finalement qui ronronne un peu trop ou les préceptes agiles justement s'effacent par rapport à la méthode qu'on suit. Et du coup, je rejoins Hassan, je rejoins tout le monde aujourd'hui sur la culture. Et en même temps sur la culture. Oui, c'est une question de culture et c'est une question d'état d'esprit. Il faut que tout le monde en fait s'accorde à se dire qu'on va être agile dans les faits et pas juste parce qu'on applique une méthode. Je pense qu'en cycle en V, tu peux être agile si tu as envie de le faire. Hein. De toute façon, il y a toujours eu des développements rapides. Exactement. Le cycle de développement rapide. Et c'est surtout un état d'esprit et l'agile te donne un cadre. Tu peux le suivre, comme tu peux pas le suivre, ou tu le suives à toi en fait de choisir la nuance ou le degré de suivi de cette méthode-là. Et moi, je rajouterais un autre point par rapport à la culture, vu qu'on est parti sur l'axe culture et ça a l'air de nous intéresser, c'est que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire, l'agile ne tient pas compte de la culture de l'entreprise et l'entreprise qui déploie l'agile ne tient pas compte de la culture agile à déployer. Aussi. Typiquement sur les sujets de fast-fail, de confiance, d'évolutivité du besoin, l'interaction avec les différentes parties prenantes, le partage de connaissances, on a tous rencontré à un certain moment sur nos projets que quand on parle de ces préceptes-là, à un certain moment, il y a un client qui bloque, il y a un développeur qui bloque, etc. Un chef qui bloque. Un chef qui bloque. Et du coup, ça casse tout l'aspect culturel de l'agile qui est fait à la base pour permettre à un produit de s'adapter par rapport à un besoin qui, lui, n'est pas clair initialement. Et d'être toujours dans une boucle d'adaptation continue. Et du coup... Donc nous sommes d'accord en fait, avant de parler de méthode agile, il faut parler d'état d'esprit, d'organisation surtout, voilà. Et de culture. C'est ça. Et d'adapter surtout l'organisation pour pouvoir travailler de cette manière-là. Parce que voilà, généralement c'est une méthode assez nouvelle, c'est des façons de faire assez nouveaux pour des SI qui sont là depuis
trop longtemps et le passage à l'agile se fait généralement dans la douleur et perdure dans la douleur aussi, j'ai l'impression. Mais... Si on peut dire quelques mots sur les autres axes pour essayer d'avoir une vision un peu plus globale, c'est-à-dire on a parlé de RH, c'est qu'aujourd'hui on voit très bien, c'est que les compétences demandées dans un projet agile sont différentes de celles qu'on avait sur les projets cycle en V. Que ce soit sur un projet, les Scrum Masters, etc., les PO Proxy, les PO, et même en termes de définition du rôle, on va dire le métier. On va prendre l'exemple du métier. C'est qu'aujourd'hui, sur les projets agiles, on prend quelqu'un du métier qui a donc le métier au sens commanditaire. Pour qui on fait le produit. Voilà, pour qui on fait le produit. Il a son travail au quotidien. Du jour au lendemain, il se retrouve PO. Sans qu'on lui explique ou sans qu'on change sa fiche de poste. Il continue à faire son travail de façon naturelle. Et alors qu'on sait très bien que le travail de PO est très engageant en termes de charge, en termes de dispo, en termes de proximité avec les équipes de dev. Et ça, c'est pas pris en compte par le management. Oui. Du coup, on le demande de continuer à faire son travail tout en assurant un rôle de PO qui est différent d'un rôle d'AMOA métier ou d'un métier avant. Oui, je partage, sachant que généralement, moi de mon expérience, le PO qui est nommé, immédiatement le lendemain, il nous explique qu'il sera débordé et que par conséquent, on invente un nouveau rôle qui s'appelle PO Proxy, qui est généralement tenu par la MOA, parce que de notre point de vue, quand les coachs ont essayé de déployer et ont déployé l'agilité là où je travaille, on explique bien que c'est 80% du temps d'un PO. Il ne fait que ça. La preuve, c'est qu'il ne fait que ça parce que c'est son produit, donc il est engagé, donc il travaille, et donc c'est lui qui a la version, la bonne vision valeur associée à ses features qui doit mapper, quoi. Voilà. Et c'est la personne, comme tu as dit, c'est la personne qui tient le produit. Donc sans le PO, le produit n'a pas de sens et il n'a pas de valeur. Et du coup, il faut vraiment qu'on apprenne, quand on lance un projet agile, au-delà de composer l'équipe de développeurs et de Scrum sur toute la partie IT, de s'intéresser au rôle du PO qui est délaissé, qui est mis de côté et qui est juste une domination. Et finalement, il est impliqué, mais il n'est pas impliqué tant que ça, en fait. Voilà. Donc il est important de définir ces nouveaux rôles, de les inscrire dans des fiches de compétences, des fiches de rôle, des fiches de mission. Je ne sais pas, chaque entreprise a ses façons de faire et à ses process, mais il faut que vraiment que ça soit intégré dans le Non, mais il faut que le rôle soit bien défini et surtout qu'on lui alloue le temps et la charge pour, voilà, ce qui n'est pas toujours le cas. Pas toujours le cas. Pourtant, moi, quand je vous écoute, là, on doit avoir un recul sur 10-15 ans. Finalement, entre les entreprises qui ont commencé, et puis peut-être même avant, mais à déployer de l'agile, et maintenant, où globalement, il n'y a pas une entreprise de taille moyenne qui n'a pas au moins un projet agile en termes de web, par exemple, donc des petits portails, etc. Ils se font plus en cycle en V, ça ne se fait plus. Par contre, soit les SS2I nous vendent de l'agile, soit c'est directement l'entreprise qui impulse une volonté d'agilité. Quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il y a quand même des questions assez basiques qui ne sont pas forcément traitées. Or, on a quand même un certain nombre de méthodes. On a les déploiements Lean, on a le Scrum, on a le Safe, on a tout ce qui est méthode d'agile à l'échelle. Donc normalement, ces méthodes, elles devraient nous permettre de nommer les bonnes personnes, de nous poser les bonnes questions. Or, ce n'est pas le cas. De votre point de vue, qu'est-ce qui freine du coup ? Parce qu'on a des frameworks qui sont clés en main. On n'a plus qu'à appliquer. Parce qu'on ne s'intéresse plus aux frameworks. En fait, naturellement, on s'intéresse qu'au process et à la méthode. Et on oublie en fait tout le cadre qui vient avec la méthode. Voilà. On s'intéresse trop aux frameworks plutôt. D'accord. Et on ne s'intéresse pas au contexte, on ne s'intéresse pas aux gens, on ne s'intéresse pas à la nature de produit qu'on veut délivrer. On s'intéresse un peu trop à la méthode et à son application stricte. Qu'est-ce qui fait que cette méthode-là puisse réussir dans un contexte bien donné. On parle aussi de la méthode de Spotify, que moi je ne connais pas bien. Mais celle connaît plutôt bien. Des gens d'une entreprise qui n'est pas Spotify réfléchissent clairement à appliquer ce qu'ils ont fait à Spotify. Alors après, les histoires des tribus, etc. Tout est applicable, sûrement. Mais c'est bien pour dire que ces méthodes-là, finalement, effacent l'objectif de l'agilité, qui consiste normalement à s'adapter et à délivrer. Donc, c'est le paradoxe. C'était plutôt ça l'intérêt de l'agilité, c'était pouvoir couvrir l'inconnu. Généralement, on a un projet, on connaît quelques fonctionnalités, on connaît quelques utilisateurs, et on se dit qu'on va itérer
parce qu'on y va par petits pas, agiles, mais on y va, et à chaque fois qu'on avance, ça nous sécurise quelque chose. C'est une manière aussi de traiter l'inconnu. En cycle en V, on a de l'inconnu, on sait très bien qu'une évolution va être mise à la poubelle, ou un projet va être mis à la poubelle. Le fait d'avancer petit à petit nous sécurise, et j'ai l'impression que ces frameworks qui proposent ça, en fait, proposent de gérer l'inconnu. Or, par définition, l'inconnu n'est pas gérable. N'est pas gérable. On le connaît pas. Donc, est-ce que c'est pas paradoxal? Ben si, c'est le cas. C'est vraiment un point très pertinent pour moi. Encore une fois, je vais me répéter, la méthode, elle est là pour aider, elle n'est pas là pour diriger. C'est ça, elle est là pour donner un cadre. Et un cadre doit être malléable, il ne doit pas être strict. Et en fait, c'est aux gens qui travaillent sur le projet de modifier ou d'adapter cette méthode-là pour qu'elle soit conforme à ce qu'ils veulent faire ou à leur contexte. Et encore une fois, c'est l'organisation. Je rejoins un petit peu les axes là, que tu as cités tout à l'heure, Hassan. Si la culture et l'organisation ne le suivent pas, c'est impossible qu'un projet agile réussisse. Je pense que tu auras les mêmes freins que tu as dans les projets qui sont gérés par des cycles en V classiques. D'accord. Si on reprend la thématique, c'était l'agilité dans des entreprises de taille moyenne, donc pas forcément des entreprises qui font que un portail web isolé finalement. C'est comment on met en place plusieurs projets agiles ou des projets agiles qui discutent avec des projets qui ne sont plus des projets, qui sont des applications, peut-être en TMA et en cycle en V. Donc comment on coordonne tout ça? Et c'est pour ça que je parlais de framework, etc. Parce que des frameworks le proposent, comme le SAFe ou l'Agile at Scale. Ça le propose. Pour autant, là, ça bloque aussi. Et ça bloque au niveau de la culture. Ça bloque au niveau du framework qu'on veut imposer. Pour moi, un des points intéressants peut-être à évoquer, c'est que même si on arrive à déployer une méthode qui fonctionne, si elle ne se base que sur une ou deux personnes qui sont soit sponsors, soit experts, le risque de déployer des frameworks complexes, c'est que 6 mois après, ça peut dériver. Oui. En fait, dans ce que tu dis, avant d'arriver au framework, c'est qu'il y a un vrai sujet, c'est que quand on commence l'agile, normalement, on commence petit. Et le fait d'intégrer l'agile dans un environnement existant, dans un paysage SI existant au sein d'une DSI ou d'une entreprise, ça pourrait être un frein au développement de l'agile au sein de l'organisation. Un frein parce que quand on commence sur un petit projet, la réticence est là, le manque d'adhésion est là. Il y a les autres projets qui existent, qui ont leur terrain de jeu, qui sont bien implémentés, et du coup qui voient un nouveau petit projet arriver avec une petite équipe, avec une nouvelle méthode comme une menace, et du coup ça bloque. Il y a le deuxième point qui est la vie d'un projet ou des projets agiles avec d'autres projets qui sont sur des cycles de vie complètement différents et des pas de temps complètement différents. Et du coup, il y a un manque d'adaptation et un manque d'alignement, que ce soit fonctionnel ou technique, entre les différents projets. Et du coup, ça pose un vrai problème du coup au niveau de la DSI. Les projets agiles évoluent très rapidement. Ils sont parfois très dépendants des autres projets. Typiquement, si on prend une application avec des web services qui sont sur un cycle en V de 3 ou 6 mois et un projet agile qui est sur des sprints de 2 semaines. Donc à un certain moment, quand on a besoin d'un web service, on est obligé d'attendre une bonne partie avant. Voilà. Et du coup, ça bloque l'agile. Et du coup, là, il n'y a pas aujourd'hui, au-delà si je ne parle pas des frameworks, des frameworks safe, etc., à plusieurs reprises, on déploie l'agile dans ces cadres-là, et du coup, il y a une sorte de blocage qui se fait. Parce qu'on n'a pas peut-être ciblé on va dire, la bonne partie en fait de ce paysage ici dans lequel on doit introduire de l'agile. Et il y a aussi une question de management derrière, c'est quand tu as plusieurs entre guillemets têtes, ça peut bloquer facilement, alors que si tu as une organisation verticale alors que tu veux faire de l'agile, tu veux déployer de l'agile, ça bloque forcément parce que les gens ne sont pas forcément d'accord et ils vont pas tous aller dans le même sens. Donc avant de commencer à déployer de l'agile, il faut commencer à mettre un peu plus d'horizontalité dans l'organisation. Indépendamment d'ailleurs du... Ça c'est pourri ce qu'on vient de dire, moi c'est pas grave. Il faut couper. Pas grave, on coupera. Ouais. Même toi c'était un peu long, c'est perdu.
Moi, je me demande, là, on décrit des méthodes, et donc on veut appliquer une méthode, bonne ou pas bonne. De toute façon, toutes les méthodes fonctionnent, après, elles sont juste adaptées à un contexte. On veut adapter des méthodes, alors qu'en fait, nous, si on veut déployer de l'agile, il faut que l'entreprise soit finalement agile. Et donc, quand on a pris beaucoup de temps pour parler de culture, mais finalement, intégrer des équipes agiles au sein d'équipes non agiles, ça n'a plus vraiment de sens. L'intérêt des méthodes qu'on avait évoquées, c'était pour répondre à un besoin de synchronisation. Et finalement, il n'y a que ça qu'on doit retenir. C'est qu'il y ait un projet agile au milieu de projets non agiles avec des roadmaps différentes et des plannings différents, c'est peut-être pas grave à partir du moment où la synchronisation est traitée. Or, j'ai l'impression qu'on traite et qu'on veut mettre tout ça dans un cadre très scientifique, très organisé, avec des process, etc. Alors finalement que le seul besoin pour l'entreprise, c'est vérifier qu'on est synchronisé, se mettre d'accord sur une date, et peu importe que le projet agile finalement soit bloqué, après tout, il attendra. C'est pas faux. Enfin, je sais pas trop. Non, mais comme définition, ça me va. Hein, c'est l'enjeu, c'est la synchronisation, ni plus ni moins. Après que tu le fasses en parlant à ton voisin ou en suivant une méthode, peu importe. L'essentiel, c'est que le jour J, tout soit prêt. Après, la question, c'est comment arriver à se synchroniser. C'est que on peut avoir toute la volonté du monde pour se synchroniser dans cet environnement-là. Cependant, ça reste quelque chose de difficile à mettre en place. Parce que on revient aux mêmes faits qui sont les pas de temps différents, les périmètres différents, les enjeux. La gouvernance. Du coup, je pense qu'il est important là-dessus de remonter d'un cran au niveau de la gouvernance et que la trajectoire globale soit quelque chose de partagé au niveau de toute l'entreprise, au niveau de la DSI ou de l'entité, ça dépend de l'échelle. Il faut de la cohérence en fait. Voilà, pour injecter de la cohérence et pour expliquer les interdépendances entre les différentes applications. Et que tout le fonctionnement soit dans une logique, c'est-à-dire on avance tous ensemble, en équipe, et pas dans une logique de chaque équipe est une entité à part entière avec ses enjeux, ses intérêts, qui sont parfois contradictoires avec les autres, et du coup on va se retrouver dans des guerres de périmètre, des guerres de en fait, il faut une gouvernance claire et qui donne une feuille de route qui est suivie, appliquée par tout le monde, et c'est tout. Sachant qu'en général, côté SI, on est plutôt, je vais dire, assez discipliné. Généralement, les guerres entre SI, si je puis dire guerre, hein, mais en tout cas les petites batailles de roadmap ou de priorité, elles se font parce que généralement les commanditaires ou les personnes métiers finalement sont différentes et généralement sont des directions différentes ou appartiennent à des directions différentes et chacun a ses objectifs. Donc là la question se pose de la valeur des projets, de la valeur des processus, et normalement une personne qui doit trier par la valeur doit être déjà quelqu'un proche des métiers et des commanditaires, si possible transverse, pour que justement aligner les différentes personnes qui justement voient toujours de leur propre point de vue et jamais des autres finalement, pour pouvoir aligner et organiser, quoi. À partir du moment où les métiers sont organisés en valeur ou les processus en valeur, à partir du moment où on dit que par exemple la facturation est plus importante que le CRM, j'en sais rien du tout, mais c'est posé, c'est acté, les batailles se sont faites en amont, mais en tout cas on n'a pas à subir les guerres internes ou les concurrences entre SI ou métiers. Moi je pousse un peu le bouchon un peu plus, le bouchon un peu plus loin, pardon, pour dire que il faut raisonner par la valeur. Aujourd'hui, les méthodes agiles intègrent l'analyse de la valeur dans ces processus, que ce soit dans le design sprint, etc., l'impact mapping. Voilà, il y a 36 000 méthodes pour faire ça. Ouais. C'est de tangibiliser la valeur. C'est que moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est de mettre une valeur sur la valeur, un chiffre, c'est-à-dire de rendre la valeur la plus tangible possible afin qu'elle soit la plus partagée. Parce que c'est là où on va vraiment challenger, c'est là où on va pousser les métiers, les différentes parties prenantes à analyser leurs besoins et à dire vraiment ce qu'ils veulent face aux chiffres. Voilà, c'est plus facile. Et à généraliser cette approche au sein de l'organisation. Il faut que l'entreprise, que la DSI
réfléchissent valeur. Et qu'à chaque fois en fait, qu'on se pose une question, il y a une priorisation qui se fait à travers la valeur, qui soit une priorisation partagée avec les différentes parties prenantes d'un projet, d'un écosystème SI, etc. Et du coup, tu comptes en quoi? Tu comptes en... Ça en dépend. ROI, parce que c'est pas du le ROI. métier, il s'est trié. En fait, il sait dire ce qui est plus important de ce qui est moins important. Voilà. Toi, tu dis, ça coûte tant ou c'est... Ça peut, c'est oui, de valeur 3, c'est et l'autre, plutôt de des valeur chiffres. Non, c'est plutôt les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, M, XL, Ouais, L. d'accord. Ça, c'est des méthodes classiques où voilà, on est plutôt sur un débat, on se retrouve dans un débat plutôt d'idées où chacun défend son besoin pour. Voilà. Là, on est plutôt sur des euros. D'accord. Parce qu'on est dans une entreprise, Donc on toi, est dans le business. tu matérialises les risques à Voilà. ne pas faire et le coût pour l'entreprise versus le ROI. Je matérialise face à un besoin. Ouais. Qu'est-ce qui va ramener comme valeur? Qu'est-ce qui va ramener comme euro? C'est-à-dire, je veux faire un site web ou une fonctionnalité. Pourquoi? Parce qu'elle va me générer tant de flux ou tant d'activités ou tant de trafic en plus sur mon site. Combien? Vous l'estimez à combien? Et qu'est-ce que ça va me ramener? Je fais une nouvelle application pour attaquer un nouveau marché. Combien ça va me ramener d'argent? Il y a les sujets réglementaires et qui sont généralement on met tout derrière le réglementaire, mais le réglementaire aussi est tangible et a un coût derrière. Oui. Si je le fais pas, combien ça coûte aussi? Nous, quand c'est réglementaire, on compte pas parce que voilà. de base c'est P1. C'est P1. Mais c'est un peu facile. Mais P1, ça peut coûter beaucoup plus cher que de payer l'amende. Une façon de voir les choses. Voilà. Après, il y a certaines entreprises qui ont un statut plutôt pas état public. Oui, mais par exemple, si tu as une entreprise qui doit mettre en place RGPD, c'est la loi, c'est du réglementaire. Mais tu as vu l'amende de RGPD? Si tu respectes pas RGPD, combien tu payes? Oui, ouais, voilà. Voilà. Donc c'est bien. RGPD, on n'a pas le choix. Mais s'il n'y avait pas cette amende qui incite les gens à appliquer RGPD, personne ne ferait RGPD. Ça, c'est sûr. Voilà. Nous saluons la CNIL. D'accord. Bon, cette valeur-là, c'est pas au métier. En fait, je veux juste une petite remarque, c'est pas au métier ou au product owner, c'est à eux de le définir. En fait, mais il faut les accompagner parce que le métier, naturellement, il va te dire j'ai envie de faire ça. C'est son projet, c'est son produit. Il a envie que son produit soit le plus beau possible. Mais le product owner, s'il y a bien un truc qu'ils font tous, c'est mon produit, même s'ils le traitent mal. C'est mon produit, je veux ça. Ça, il n'y a aucun problème. Ils disent tous ça. Le problème, c'est qu'il faut quelqu'un au-dessus, peut-être. C'est ça. C'est qui cette personne-là? Est-ce que c'est les proxy PO qui doivent le faire? Ils sont au-dessous, ils sont pas au-dessus. Donc, il doit avoir une gouvernance. T'es jamais en dessous ou au-dessus, t'es avec. Un petit peu quand même. Il faudrait ce qu'on appellerait un portfolio manager côté métier. Quelqu'un qui arbitre au-dessus. Qui arbitre et qui a la liste des projets. Moi, j'ai fait des missions comme ça. Ce qu'on appelle là je vais utiliser un gros mot que Oussem va kiffer aussi, c'est le frugal, appliquer la démarche frugale, et Jean Didier aussi adore ce mot-là. Moi j'aime bien, je vois pas le lien, mais vas-y. C'est que le frugal réellement c'est quoi? C'est de l'alignement des coûts à la valeur. La notion de valeur, c'est le frugal, il est articulé autour de la valeur. S'il y a un axe principal à retenir sur le frugal, c'est ça. J'analyse la valeur et les coûts et j'essaie de les aligner, de réduire les coûts pour faire le maximum. Donc ça s'appelle l'analyse de la valeur. Non, réduire les coûts pour maximiser la valeur, tout en maintenant la valeur à un seuil, au même seuil. Oui. Donc c'est des missions, généralement des actions que nous on préconise, qui soient réalisées par des indépendants, par des consultants. Vas-y. On sourit tous, on aimerait bien voir la liste. Parce que là, il y a un gros sourire, je ne sais pas, il y a 2 personnes qui m'attendent à la sortie de ce raisonnement et je ne sais pas ce qu'ils vont me dire. Ah non, mais en fait, je comprends. En fait, tu veux expliquer l'outillage de la valeur que tu utilises dans le cadre du frugal. C'est ça. Et du coup, c'est une approche... On a compris. Voilà. C'est un ancien consultant. Moi, je ne l'ai jamais été, en fait. Et du coup, non, ce que je veux dire, du coup, j'étais lent, c'est que ça soit fait par un parti tiers. Par une partie tiers. D'accord. Voilà, c'est que c'est une autre personne qui soit externe au projet. Parce que c'est une démarche, comme tu as dit, qui est très dure. Parce qu'on va taper sur le métier, on va poser des questions qui fâchent, on va les pousser à leur retranchement. Et du coup, il faut que la personne intervienne et se barre directement. Parce que personne ne va la kiffer. D'accord. Mais est-ce que... il fut un temps, imaginez, il n'y a plus d'agile, on fait du cycle en V... Il fut un temps, on faisait un chiffrage, on avait un coût qu'on remontait à notre personne métier, et puis elle allait en instance, et elle se faisait
elle se faisait titiller par les personnes du COMEX pour dire, bah voilà, est-ce qu'on va dépenser 5 millions cette année pour ce projet? Et généralement, elle se faisait torturer. On disait, mais c'est trop cher, mais est-ce qu'on peut pas enlever, etc. Finalement, c'est quoi la différence? C'est que, comme tu as dit, c'est fait dans le cadre d'une instance de 2 heures. Et challenger pendant une instance de 2 heures, c'est juste poser la question, est-ce qu'on peut pas faire moins? Et on peut dire non, parce que le mec, il a déjà préparé avant son discours. Et il est très convaincant. Alors que si on vient et on propose d'autres solutions, parce que l'objectif de ces démarches-là, j'ai dit frugal, mais peut-être qu'il y en a d'autres, c'est que la démarche frugale, c'est trouve-moi 3 autres solutions qui peuvent répondre à la même valeur, avec des coûts inférieurs. Du coup, on sera forcé à mener ce raisonnement de façon très détaillée et très structurée. Alors que généralement, je vois de quoi tu parles, Jean-Didier, c'est que généralement, ce qu'on fait, c'est juste, on analyse une petite valeur au doigt mouillé, on dit ouais, là ça doit faire 1000 clients, ah tiens, je vais mettre 10 000 parce que le DSI, machin, etc. Je vais aller en comité, je vais essayer de vendre mon truc, et après, si ça marche pas, bah, tu sais très bien, personne n'est puni. Une fois qu'on a tout... Voilà. De toute façon, c'est jamais le métier qui est puni, c'est toujours le DSI. Et encore. Quand le projet est lancé, c'est fini, on oublie la valeur, on oublie machin. Et là, on revient au deuxième point, c'est qu'on parlait d'analyse. Un peu comme pour les appels d'offres et les achats. Voilà. Quand on achète, bah, c'est trop tard. C'est acheté. Oui, il y a très peu de retour d'expérience sur la valeur. Nous, on en a, quand on finit un projet, on a quand même des KPI et on nous note. Mais en effet, pour peu qu'on puisse justifier soit le décalage, soit un budget différent, on oublie assez vite. Il y a aussi la mesure de la valeur. C'est que, comme tu as dit, dans l'Agile, on essaye de structurer les projets en fonctionnalité pour les intégrer dans des sprints, etc., que ce soit maîtrisable, des petits loups, on va dire. Et mesurer la valeur que ça apporte suite à une mise en prod, suite à un déploiement, personne ne le fait. C'est-à-dire mettre en lien ce qu'on a conçu, ce qu'on a prévu en avance de phase par rapport à ce qu'on a réellement, on le fait très rarement. C'est-à-dire quand je dis mon site web va augmenter le trafic de temps, normalement derrière, je suis l'évolution du trafic. Et si ça ne marche pas, j'essaie de réadapter, de pivoter, le terme barbare qu'on utilisait la dernière fois. Et là, il y en a pas beaucoup qui appliquent ça. Est-ce qu'on ne travaille pas pour des entreprises qui ont trop d'argent? Je veux dire, et je vais m'expliquer, dans les télécoms, quand il y a des offres de services qui sont montées, etc., il y a toujours un ROI derrière. Et je prends exprès l'exemple des télécoms parce que c'est très rapide dans les offres de services qui sont déployées. Quand une offre de service n'est pas bonne ou qu'un outil informatique n'est pas bon, ils ont très très rapidement le retour, la mesure et ils killent le projet. Donc, est-ce que des fois, on n'est pas au sein d'entreprises qui ont trop d'argent et qui, après tout, de toute façon, on est sur une activité, il fallait le faire pour le réglementaire, bon, on avait 10%, finalement, on n'a que 5%, on l'a fait. Ou peut-être qu'on est dans un pays où c'est pas qu'il y a trop d'argent, parce qu'avec tout ce qui se passe à côté, je pense pas qu'il y a trop d'argent, mais où la notion de l'argent, elle n'est pas perçue de la même façon, par exemple, qu'aux États-Unis. Moi, je connais pas l'environnement aux États-Unis, mais c'est une vraie question que je me pose. Qu'en est-il aux États-Unis? Donc, chers écouteurs, si vous avez des retours sur des expériences aux États-Unis, on est très preneurs. Mais peut-être aussi c'est culturel. Hein. C'est peut-être culturel. Mais moi, je vois, on me fait des échos d'appels d'offres chez des grands opérateurs téléphoniques. C'est compliqué avant, c'est compliqué pendant, et après, les gens sont mesurés. Il y a une vraie mesure. Parce qu'ils sont dans un secteur ultra concurrentiel. Donc après, on va pas faire toutes les industries, pas toutes les industries, mais c'est peut-être aussi, il y a peut-être la mentalité française avec, qui est moins dans le contrôle a posteriori. C'est vrai. On l'a fait, on passe. Ok. Est-ce que vous avez d'autres points à ajouter? Après, on va pas parler de tous les axes, mais peut-être donner un aperçu sur, je ne sais pas, Jean-Didier, si on parle de la démarche, comment déployer une méthode agile, ou ce qu'on préconise, de par notre expérience, pour, on va dire, déployer l'agile au sein d'une organisation.
Alors, c'est bien de dire au sein d'une organisation. Au sein d'une... parce que moi, je pense que de toute façon, on l'a très peu défini finalement, l'agile. On est parti du principe que nos auditeurs savaient ce que c'était à peu près de loin. Notre objectif n'est pas de donner des conseils pour déployer un portail ou une application agile. On veut juste polémiquer. C'est déjà un peu polémiqué. Et deux, c'est essayer de mettre en place un programme ou un groupement. En tout cas, on voit quelque chose d'un peu plus grand qu'un projet unique. Donc, et c'est beaucoup plus vaste qu'une méthode, une application de méthode en fait. C'est juste une réflexion sur l'organisation de l'entreprise surtout. Là, l'organisation, c'est du coup les conseils qu'on peut donner par rapport aux problèmes qu'on aurait pu rencontrer. Pour moi, c'est avant tout la culture. Je suis d'accord. 1, la culture. 2, l'écosystème SI. Pour moi, s'il faut choisir, on a cité beaucoup de choses, donc tout est important, les RH, les compétences, l'organisation, les process. Je suis d'accord, oui. La gouvernance aussi. Hein. Et la gouvernance, je la mets dans les process. Ouais, mais si je reprends ce que disait Hassen, c'était 1, la culture, savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, ça c'est très très important. Avoir des gens motivés, pas motivés pour suivre une méthode, mais des gens qui savent quoi faire, donc peut-être qui ont déjà une expérience en agile, qui savent la déployer, qui savent faire, qui ont envie de le faire et qui sont responsabilisés. Avoir le management, et quand je dis le management, c'est finalement tous les gens qui ne sont pas dans l'équipe qui vont faire, mais les gens au-dessus, donc soit les commanditaires métiers, les commanditaires SI, avec un vrai challenge de la valeur, avec une vraie priorisation de tout l'écosystème. Donc toi tu disais agile dans une organisation. Donc c'est vérifier que tous les processus de l'organisation sont pesés, organisés et lancés ou pas en fonction. Et vu de chez moi, on n'est plus obligé de faire de l'agile at scale ou autre. On est sur du travail de roadmap finalement assez simple, à partir du moment où toutes les équipes sont synchronisées. Synchronisées, chaque personne sait pour qui... à quelle sous-fonctionnalité elle va travailler. Cette sous-fonctionnalité, elle est priorisée. Dans un monde idéal, les product owners ne se battent plus vraiment. Ils sont tous en collaboratif, si je puis dire, mais chapeautés par un portfolio manager. On a des rôles comme ça dans le safe, mais c'est pas du safe, c'est juste des gens qui sont pas dans un projet et qui aident les product owners à organiser leurs valeurs et à vendre leurs choses au chef. Après, il y a l'écosystème SI, parce que pour moi, il n'y a rien de pire que mettre en place une application agile qui se base sur des technos qui ne sont pas référencés, qui appellent des back-ends et des référentiels SI qui n'ont pas de service ou qui réagissent 2 ans après, quand ils font du cycle en V long pour des applications historiques finalement, donc du mainframe, du SAP qui évolue pas trop. Donc ça aussi, c'est mortel. Et donc, quand je disais culture d'un côté et écosystème SI de l'autre, c'est savoir modulariser les SI, faire en sorte qu'on ait le moins besoin de synchronisation au possible. On n'a pas parlé d'APIisation, ce que tu dis. Voilà, alors on n'en a pas parlé, mais c'est important. C'est un peu ça, c'est mettre en place toutes ces API pour limiter et également limiter le besoin de synchro. Moi, ce que je dis, c'est que la synchronisation n'est pas un problème quand elle est bien gérée, mais si on peut ne pas avoir de synchro, c'est toujours mieux. On peut être bien organisé, mais si au final on n'a pas besoin de s'organiser pour ce sujet, autant signer pour ça. Donc c'est ce travail-là, et ça pour moi ça se fait pas que avec le product owner ou les gens du métier ou les fonctionnels. On doit être appuyé d'architectes qui ont une vision de la roadmap technique, qui savent ce qu'on peut faire, et surtout qui nous permettent de déminer tous les problèmes. Même l'architecture, en fait, c'est un vrai sujet dans l'agile, et ça, je pense, ça mériterait un sujet à part, peut-être. Un sujet à part, parce que la question se pose sur l'architecture dans un environnement agile. On parle d'architecture agile. Il y a un dernier point aussi pour conclure et on résumera après. Tu peux y aller. La notion de secte dans l'agile. Ah, mais ça, on en a parlé au début. On n'en a pas trop parlé. Ouais, mais... C'est que l'agile, en fait, se retrouvait
Ah bon, on en a parlé? Rapidement. Non, pas trop. Tu peux y aller. Vas-y, c'est pour toi. Quand Oussem parlait de dogme, je tire pas la gueule. Oussem parlait de dogme, mais sous-entendu, c'était un peu ça. Ouais. C'était. Moi, ce que j'aime bien, alors avant de critiquer pour avoir cette secte, moi, ce que j'aime bien, c'est le sentiment d'appartenance. C'est ça que ça développe aussi. Donc, généralement, quand il y a une équipe agile qui est au sein d'un étage, ben, ils sont entre eux, ils sont fiers de ce qu'ils font, puisqu'ils sont responsabilisés. Ouais, mais ça... C'est bien fait. Oui, ça se transforme vite en une secte, en fait. Là, oui, mais c'est une secte. Mais... La secte, pour moi, c'est plus haut. Hein. Ouais, mais c'est ça que je dis. C'est les agilistes qui eux, s'auto-alimentent. Et du coup, en fait, comme à chaque fois, on appelle à des coachs, et les coachs, par exemple, sur Paris, il n'y en a pas 36 000 et ils se connaissent tous. Du coup, il n'y a pas d'ouverture de la méthode. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Et ah oui, d'accord, c'est au ce sens-là. C'est au sens-là. Moi, je l'avais pas vu dans ce sens-là. Moi, je l'avais vu dans le sens son attachement viscéral à la méthode. Et... Non. Au-delà de ce truc, c'est que la méthode, déjà, elle s'est retrouvée refermée sur elle-même et en incapacité d'évoluer. Parce qu'on a dit la méthode doit s'adapter par rapport à l'organisation. Aujourd'hui, je pense qu'elle n'est pas capable de s'adapter, d'évoluer, parce que justement, elle s'appuie sur des coachs qui, eux, sont refermés, manquent d'ouverture, et du coup... Mais ce qui est censé être tout l'inverse des coachs. Hein. Là, je connais pas beaucoup de coachs agiles, mais généralement, ce qu'on pourrait attendre d'un coach agile, c'est qu'il soit justement ouvert à la discussion, ouvert à l'adaptation du truc. Après, si on lui demande de déployer Scrum, il va expliquer Scrum. Mais moi, je pense que la phase cachée ou l'étape ou le point à traiter à côté, c'est de dire bah oui, mais je vous explique Scrum, mais après, n'oubliez pas que vous êtes une entité qui apprend, qui s'autogère. Moi, on m'a toujours expliqué ça. Il y avait la méthode, et après, on parlait aussi d'autogestion, que c'était à l'équipe d'utiliser, donc c'était à l'équipe de déployer. Donc moi, ça me paraît bizarre de dire qu'un coach agile est fermé. Pour moi, c'est tout l'opposé. C'est peut-être un mauvais coach agile. Parce que moi, j'ai assisté à plusieurs débats d'agilistes, etc. Dans une organisation, quand on parle, ah bah tiens, eux, ils font comme ça, etc. Ah bah, c'est pas de l'agile, ce qu'ils font, mais c'est nul, mais c'est quoi ces gens, etc. Oui. Et du coup, et c'était de l'agile ou pas, finalement? C'était de l'agile qu'on adapte, c'est-à-dire, voilà, c'est... Oui, ils ont toujours il y a beaucoup de coachs, en fait, qui ont un avis arrêté sur tout et qui ne sont pas ouverts aux critiques. D'accord. Ils sentent ça. En fait, quand tu parles de l'agile et que tu dis, voilà, telle partie de l'agile, enfin, j'ai une remarque sur l'application de la méthode, on te saute à la gorge. D'accord. C'est comme si tu blasphémais, quoi. Donc, c'est un peu barbant à la force. Parce que je pense qu'ils sont dans aussi une volonté. Alors, moi, je suis pas un coach agile, j'en ai vu très très peu. Mais le peu que j'ai vu, ils sont aussi dans une volonté de déployer quelque chose. Ah ben... Donc on ne peut pas apprendre une langue et dire bah, finalement, je vais vous apprendre l'anglais, mais finalement on va parler un peu français. Ça paraît un peu bizarre. Oui, moi, ce que je veux juste dire, je vais donner un exemple d'un coach agile qui m'avait plutôt impressionné. On lui a expliqué que bon, il y a des product owners qui n'ont pas forcément le temps. Donc on a inventé un rôle de PO proxy. Dédicace à monsieur le coach. Donc nous, ce qu'on dit, c'est bah voilà, on a mis en place des PO proxy. Le coach agile nous a dit, ce n'est pas la méthode, mais si ça marche, continuez. Ça, moi, je trouve que c'est une bonne réponse. Ça, c'est une bonne réponse. Et je vois de très intelligente. Lui, il est pas mal à l'écoute. Mais il en a d'autres, voilà. Mais on en a croisé d'autres. On a croisé tous les trois, on les a vus. Il y a des... De toute façon, quand tu es coach, tu peux être un bon coach, un mauvais coach. Tu peux être un bon psy, un mauvais psy, un bon médecin, un mauvais médecin. Non, mais... Pour autant, il y a des personnes qui sont moins bonnes. Mais tu trouves jamais quelqu'un qui te dit, moi je fais du cycle en V. Un fanatique du cycle en V, tu ne trouveras pas. Un fanatique d'un... Mais oui, mais parce qu'ils se taisent, ils ont peur. Mais tu ne trouveras pas quelqu'un qui te dit, moi je connais SAP depuis 20 ans, SAP c'est merveilleux. Ils ont tous... bah, moi j'en connais, je peux t'en montrer. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que cet attachement-là, c'est limite, ça devient parfois dans certains cas un peu fanatique et un peu exacerbant. C'est tout, c'est juste une remarque. D'accord, on l'entend. Bah, je pense qu'on est d'accord pour pas être d'accord. En tout cas, on peut comment dire, adoucir le trait. Moi, ce que je me dis juste, c'est que le manifeste agile commence à être vieux, qu'à un moment donné, les personnes qui ont dû déployer ça ont dû peut-être se battre contre des structures, une mode, etc. Et pour se battre, ils ont dû finalement taper au marteau en disant, en demandant à appliquer fermement une méthode,
ou en étant peut-être caricatural à outrance pour que les gens comprennent. Parce que finalement, quand le cycle en V, qui a des qualités, quand il est bien mené, finalement, n'est pas responsabilisant. Et donc, est-ce qu'une des manières de vouloir responsabiliser les gens n'est pas de casser un peu le moule? Après, on reboucle avec ce qu'on dit. L'agile peut être aussi un moule. Les frameworks qui sont vendus comme étant agiles ne le sont pas. Est-ce qu'on ne doit pas plutôt viser une entreprise agile plutôt que de l'agile à l'échelle? C'est peut-être ça la conclusion. Ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'on peut peut-être résumer les 2-3 thèmes qu'on a évoqués avec Hassan et Oussem. On a parlé de la culture. Je pense que la culture est fondamentale. On a parlé d'architecture, très peu finalement d'architecture technique, mais on est avant tout dans du delivery ici. Donc à un moment donné, il y a bien de l'architecture, des solutions. On a parlé des RH qui avaient des nouveaux rôles. Finalement, quel est le rôle du manager quand on est en agile? Est-ce qu'il est encore le chef? Bah, plus vraiment. Est-ce que le chef de projet est encore chef de projet? Plus vraiment. Pour autant, on en a encore besoin. Sinon, on aurait des gens au chômage et ils ne sont pas au chômage. Ça veut dire qu'ils ont des choses à apporter, mais différentes. Rapport à l'entreprise qui responsabilise, ou les etc. convertir. Hein. On les convertit. Ils sont peut-être maintenant coachs de l'expertise. Ils expliquent aux gens comment faire monter en compétences. Par contre, ils ne disent plus aux gens ce qu'ils doivent faire. Voilà. Vu qu'en théorie, l'équipe, la structure, ça naît tout seul. On part du principe que les gens sont compétents, bien sûr. Il y a l'organisation. Gérer l'autonomie des équipes, faire en sorte qu'elles soient dans une atmosphère suffisamment bienveillante pour pouvoir rater rapidement, apprendre, avoir cet axe d'amélioration et cette boucle d'amélioration continue. Et enfin, la gouvernance et les process. Et dedans, on peut ajouter la gestion de la valeur et comment la valeur est partagée au sein de l'entreprise, donc les instances, etc. Mais pas uniquement, finalement. On parle beaucoup des frameworks et tout, parce qu'ils ont beaucoup d'instances, ou parce qu'ils ont des instances qui sont très bien décrites avec des workflows finalement qui font un peu peur, ou qui sont assez compliqués, où on fait des PI planning qui durent 2 jours. Finalement, nous, on veut juste qu'il y ait la bonne instance de décision et les bonnes instances de synchronisation. Oui. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Oussem commence à fatiguer. Oui, on est à presque 1 heure de podcast. Hein. C'est pas mal. Pour un épisode 1, c'est bien. Ouais. En tout cas, merci à vous. C'est très intéressant. C'est toujours très intéressant. On n'a pas tout dit. Ah non. Peut-être que non, il y a tellement de choses à raconter. Disons que c'est difficile de parler d'agile sans avoir un symposium d'une demi-journée. On a pris le parti de discuter de l'agile en entreprise, dans des structures qui sont peut-être un peu grosses. On a essayé, j'espère, de ne pas trop dire de bêtises. Je pense que si un coach agile nous écoute, il aurait plein de choses à redire. Moi, je voulais juste passer le message de la valeur, passer le message de l'état d'esprit et de la possibilité de s'adapter. Moi, c'est ça que je retiens surtout. Et on oublie les sprints. D'ailleurs, on n'a pas parlé de sprint ni rien. On oublie tout ça. Pour moi, c'est pouvoir s'adapter. Il y aura peut-être une seconde partie agile si on a d'autres choses à dire ou si on a une nouvelle mode qui apparaît ou si on a des commentaires de gens qui ne sont pas du tout d'accord. Et bien, on pourra toujours en discuter. Je vous propose d'arrêter là. On attend vos commentaires. D'attendre tous vos commentaires bienveillants si possible. Les insultes, c'est plutôt pour Oussem. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Nous, on prend que les compliments. Insultez-moi. Donc, où vous pouvez nous retrouver a priori sur Apple Podcast, sur YouTube, sur SoundCloud. Pas Spotify, non? Peut-être Spotify, je sais pas. Le podcast, on le rappelle, s'appelle So IT. Voilà. Parce qu'on aime le foot. Foot, So IT. Voilà. Bah, c'est ça. Et je me disais bien, en exactement. fait, quand il a proposé So IT, je me disais, mais attends, ça me j'ai copié en fait. Moi, j'aime bien l'idée de SoFoot, ils font... Et je trouvais ça IT. Moi, j'avais pas compris, mais moi, je trouvais ça bien. Peut-être qu'Oussem nous parlerait de l'IT dans le monde du foot. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, au prochain épisode, on n'a pas encore décidé de quoi on allait parler. Par contre, on peut vous donner des exemples de thématiques qui seront éventuellement abordées. Donc, on parlait
d'agilité partent tout, peut-être pas tout de suite. On a le BPM, Business Process Management, on a le RPA. On peut parler du Lean, on peut parler du travail à distance, on peut parler de l'outsourcing. Ça serait intéressant pour l'épisode 2. Et du growth hacking. D'accord, j'ai pas compris ce que c'était. Du coup, tu pourras nous expliquer. Du coup, pourquoi pas parler de 2 sujets pour l'épisode 2. Un indice pour le 3e épisode, on ne parlera pas de 3 thèmes, je pense. Ça fait un peu beaucoup. Et on essaiera d'inviter des personnes plus expertes que nous pour nous expliquer, des strikers, une 4e personne, et peut-être que même l'épisode 2 sera un exploit technique, puisque Hassen sera peut-être à distance, donc on essaiera de le faire en Skype. Eh oui, mobilité, télétravail. Exactement. Ah bah tiens, un beau thème. Un beau thème. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés, je vous souhaite une bonne soirée, et à bientôt pour l'épisode 2. À plus. Salut tout le monde. Salut tout le monde.